Gustave Roussy décrypte l'ESMO 2024. On passe aux tumeurs gynécologiques. J'accueille les docteurs Potier et Léhari. Alexandra, c'est toi qui commences. Tout à fait. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, j'ai choisi de ne discuter pour ma part que de 3 études. Mais je les ai sélectionnées parce qu'elles peuvent potentiellement modifier les pratiques aujourd'hui ou dans le futur proche. Et ce, malgré le fait que certaines sont négatives. Alors, le plus gros, je dirais, sujet de cette ESMO, ça a été les immunothérapies dans les cancers du col et de l'endomètre, mais localisés. D'accord ? Pas dans maladies métastatiques, en localisé. Et 2 essais qui pourraient modifier les pratiques, en tout cas quand on a les remboursements. Le premier essai dont je voulais discuter, c'est l'essai Keynote A18, qui est une phase 3 randomisée, qui associe le pembrolizumab ou un placebo à la chimioradiothérapie, puis en entretien pour les cols localement avancés. D'accord ? On avait déjà eu des résultats préliminaires à l'ESMO l'année dernière, juste pour vous faire un rappel. Donc, à nouveau, localement avancé, ce qui voulait dire qu'on avait les 1B2, 2B, ensuite les 3 ou les 4A. Et peu importe leur stade ganglionnaire, mais quand même, on avait une grosse proportion qui avait des métastases ganglionnaires. La plupart étaient PD-L1 positifs. Et les résultats qu'on a eus à l'ESMO cette année ont été sur la survie globale. Et là, on était évidemment absolument ravis de voir que quand on se positionne avec une immunothérapie dans une indication curative, puisqu'on est en cancer du col localement avancé mais éligible à un traitement curatif, eh bien, l'ajout du pembro à la chimioradiothérapie augmente la survie globale avec un hazard ratio qui est plutôt favorable à 0,67 et un P qui est hautement significatif. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, les données préliminaires sur la PFS avaient suggéré que les patientes qui bénéficiaient principalement de l'ajout de l'immunothérapie étaient les stades 3-4. Qu'en est-il sur la survie globale ? Eh bien, on voit la même chose. Le bénéfice en survie globale, selon les sous-groupes, et je rappelle que les patientes étaient stratifiées selon 1, B2, 2 versus 3, 4, et le bénéfice est principalement retrouvé dans les stades 3 à 4A. D'accord ? Je rappelle, par contre, je précise, c'est les 4A. Donc là, on a clairement un bénéfice en survie globale, alors que c'est plus mitigé sur les stades 1B2 à 2B. On attend pour l'instant l'approbation. Il y a déjà une approbation aux US par le FDA pour rajouter le pembro à la radiochimio, mais uniquement pour les stades 3 ou 4A. Et pour l'instant, on attend les nouvelles de l'Union européenne. Mais à nouveau, on a un médicament qui augmente la survie globale quand on est en curatif. Et ça pour les stades 3 à 4A. La deuxième étude qui pourrait modifier les pratiques, c'est dans le cancer de l'endomètre localisé. Donc, à nouveau, on est dans le curatif. Toutes les patientes dans cette étude, la B21, devaient avoir un cancer de l'endomètre à haut risque de rechute, mais ayant bénéficié d'une chirurgie complète sans maladie résiduelle. Et là, elles étaient randomisées à un traitement adjuvant par carbotaxol avec une radiothérapie au choix de l'investigateur ou carbotaxol avec une radiothérapie au choix de l'investigateur associé au pembrolizumab pendant la durée de la chimio et de la radiothérapie concomitante. Puis, en entretien, elles avaient un total de 6 cycles toutes les 6 semaines. D'accord ? Donc là, est-ce qu'on augmente à nouveau la survie quand on est en curatif pour les cancers de l'endomètre ? Ce qui est important, c'est qu'ils ont recruté, peu importe le statut MSI, on vient d'en parler dans le cancer du côlon, c'est très relevant dans les cancers de l'endomètre. Les patientes étaient recrutées qu'elles aient un cancer de l'endomètre MSI ou MSS. D'accord ? Et c'était un facteur de stratification. Donc, quels sont les résultats de cette étude ? Ah oui, je vous rappelle juste les patientes qui ont été recrutées. Donc, à peu près 25% de MSI ou DMMR, 75% de MSS. Et la plupart avaient une radiothérapie également. Et il y avait quand même une grosse proportion de stade 3, puisque pour entrer dans cette étude, il fallait soit être de petit stade, mais de mauvaise histo ou P53 muté, ou n'importe quel histo, peu importe la classification moléculaire, de stade 3. Quels sont les résultats ? Aucun bénéfice en survie sans progression. Mais ça, c'est complètement négatif. Absolument, les courbes sont superposées. Mais je vous rappelle, ça, c'est dans les tout venants. 75% de MSS, mais 25% de MSI. Ils avaient stratifié sur le statut MSI. Quels sont les résultats selon le statut MSI ou MSS ?
Eh bien là, vous voyez à droite les patientes avec un cancer de l'endomètre dMMR ou MSI, vraiment un important bénéfice en PFS. On n'a pas encore la survie globale, mais vraiment indéniable, avec uniquement 8 rechutes dans le groupe MSI avec l'immunothérapie par rapport à 25 dans le groupe placebo. Par contre, à l'inverse, chez les MSS, là, on a même un hazard ratio à 1,2. Donc, on n'est clairement pas, il n'y a aucun bénéfice, voire peut-être une tendance à être délétère en rajoutant une immunothérapie pour les tumeurs MSS opérées complètement. Donc, quelle conclusion pour les immune checkpoints, pour les cancers du col et de l'endomètre localisés? À nouveau, on a plein de données en métastatique, mais là, on s'attaque au stade localisé. Le PEMRO plus la radio, puis le PEMRO en entretien augmente la survie sans progression et la survie globale, mais principalement dans les cancers du col de stade 3 ou 4A. Pour l'instant, on attend l'évaluation du EMA. Dans les cancers de l'endomètre à haut risque, mais opérés complètement, sans maladie résiduelle, ça c'est important, pembrolizumab pendant la chimio, adjuvante et la radiothérapie, puis en entretien, augmente de façon cliniquement et statistiquement significative la survie sans progression, mais que pour les cancers MSI. Il ne faut surtout pas le mettre pour les cancers MSS opérés complètement. Pour aujourd'hui, il n'y a pas encore de disponibilité du PEMRO dans les cancers de l'endomètre opérés complètement, mais il est intéressant de noter que quand vous regardez l'EMA approval pour le dostarlimab, pour les cancers de l'endomètre, ils disent, ou même le durvalumab pour les MSI, ils disent des cancers localement avancés ou métastatiques éligibles à un traitement systémique. Donc, ce qui couvrirait ceci. Et là, on a enfin des données pour dire maladie opérée complètement, ça marche. Le dernier essai dont je voulais discuter est un essai négatif à nouveau. Mais je pense qu'il est important d'en parler. On attendait depuis longtemps les résultats de PRIMA. Je vous rappelle, c'est une étude de phase 3 randomisée évaluant l'intérêt du niraparib en entretien en première ligne chez les cancers de l'ovaire de stade 3-4, mais plutôt à haut risque, de très mauvais pronostic, puisqu'il fallait qu'ils aient de la maladie résiduelle, qu'ils n'aient pas été opérés complètement, qu'ils aient nécessité de la chimio néoadjuvante. Et pour ces patientes-là, on a un bénéfice en survie sans progression pour le niraparib par rapport au placebo. Mais on attendait de voir si tout ceci allait se traduire en un bénéfice en survie globale. Et la réponse est non. Alors, ce n'est pas délétère, mais il n'y a absolument aucun bénéfice en survie globale du niraparib en première ligne et en entretien. Et ça, peu importe le statut. HRD positif, négatif, BRCA muté, non muté, aucune différence. Pourquoi ? Eh bien, probablement parce que les patientes qui étaient dans PRIMA, elles étaient de mauvais pronostics, leur chance de rechuter à moins de 3 ans très élevée. Résultat, la vaste majorité de ces patients, dans le bras niraparib, ont rechuté sous niraparib, puisque le niraparib était donné pendant 3 ans. Et on sait aujourd'hui que de rechuter sous la pression d'un inhibiteur de PARP est mauvais. Donc clairement, il faut qu'on réfléchisse. Pour l'instant, on est encore en train d'analyser ces résultats. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement aux durées des PARP. Parce qu'on sait maintenant, on rechute, on le sait. Quelqu'un qui rechute sous PARP, rien ne va marcher après. Donc les patientes dans le bras niraparib, la première PFS très longue, quand elles progressent, c'est pas grave ce que vous leur mettez, rien ne marche. Donc voilà, donc ça c'était mes 3 études, des phases 3, pas toutes positives, mais on a énormément appris. Merci beaucoup. Merci. On a parlé des tumeurs digestives MSI avec des taux de réponse en pré-op si élevés qu'on peut se poser la question de la chirurgie. Évidemment, j'ai envie de te dire, dans l'endomètre MSI, est-ce que c'est des stratégies qui sont étudiées ? Donc, c'est étudié dans les tumeurs MSI. Alors, il y a une légère différence dans les cancers de l'endomètre MSI. De ne pas avoir à faire la chirurgie n'est pas la même, surtout chez des Lynch, on a plutôt envie d'enlever leur endomètre. Leur laisser un endomètre en place, c'est pas forcément... Voilà. Et ensuite, surtout, on est derrière les colons MSI. Résultat, on a commencé à faire des études préopératoires, et en tout cas, la première qui est issue de Hollande, avec juste 2 doses monothérapie, donc c'était pas Nivi-Hypo, mais juste une immunothérapie seule, on n'avait pas le même taux de réponse pathologique. D'accord ? Donc les études sont en cours, mais aujourd'hui on attend et on a surtout moins de Lynch, et probablement ça marche quand même mieux dans les MSI Lynch que les somatiques. Merci. On passe la parole à Patricia maintenant pour la suite. Merci. Alors moi j'ai choisi de vous parler de la vague des ADC. Après la vague des inhibiteurs de PARP
fortement positive dans les cancers de l'ovaire, la vague de l'immunothérapie plus négative malheureusement dans l'ovaire, mais positive dans l'endomètre et le col. Et bien maintenant, on a enfin d'autres drogues qui arrivent, qui sont les ADC. Alors les cibles, on va pas parler de col parce qu'il y a eu peu de présentations sur le col, on va parler de l'ovaire et de l'endomètre. Il y en a 3, c'est les récepteurs alpha au folate, c'est le TROP2 et c'est l'HER2. Alors pour ce qui est du récepteur alpha au folate, on a déjà une molécule qui s'appelle le mirvetuximab soravtansine qui a montré dans une phase 3, on l'a vu l'année dernière à l'ASCO, que cette ADC était supérieure lorsqu'on sélectionnait les malades sur une tumeur qui exprimait très fortement les récepteurs au folate. Dans plus de 75% des cellules viables, on avait à ce moment-là un bénéfice très important en 2 médianes de PFS et un bénéfice en termes de survie à cette nouvelle molécule. Donc, on espère bientôt l'avoir en accès précoce, normalement, dans les mois qui viennent pour ces malades. Donc, maintenant, la question se pose, bien sûr, d'essayer de l'utiliser plus tôt ou en association, parce qu'il y a une toxicité qui est assez manageable. C'est essentiellement des toxicités ophtalmologiques, mais si on donne des traitements de prévention, c'est assez facile à manager et très peu de neuropathie. Donc là, les prochains essais, c'est des associations. On a vu une phase 2 d'association dans les tumeurs sensibles aux platines, associées au bevacizumab. C'était l'étude Piccolo, donc 80 patientes. Là, encore une fois, on sait qu'il faut l'utiliser chez les malades qui ont vraiment une tumeur qui exprime très fortement les récepteurs au folate alpha, sinon c'est beaucoup moins actif, et qui avait reçu au maximum, au moins 2 lignes antérieures. On a des taux de réponse assez intéressants, aux alentours de 50%, avec des médianes de réponse à 8 mois, mais ça reste des maladies sensibles aux platines, mais sans platine. Et l'intérêt, c'est, Alex vous l'a dit tout à l'heure, le problème des malades qui progressent sous inhibiteurs de PARP, qui ont des taux de réponse très très mauvais, en particulier sous platine. Là, on a des taux de réponse aux alentours de 45% dans cette population, si vous aussi le MIRV au bevacizumab. Donc ça, c'est probablement un signal très important pour l'avenir, pour les secondes lignes des malades qui progressent ou qui rechutent après un platine. Et il y a un deuxième un deuxième ADC qui cible le récepteur alpha, qui est le rinatabart sésutican, RINA-S, qui a un payload un petit peu différent, qui est un topoisomérase 1, inhibiteur de topo 1. Donc là, une étude pareille de phase 2 avec une escalade de dose et une dose d'expansion dans les cancers de l'ovaire. À 2 doses, on se rend compte que la meilleure dose, c'est la dose la plus élevée, 120 mg/m² toutes les 3 semaines. Là, dans des maladies résistantes aux platines, et quelle que soit l'expression du récepteur alpha pour rentrer dans l'étude. Il n'y a pas de toxicité neurologique, il n'y a pas de neuropathie, c'est essentiellement des cytopénies. On voit qu'on a des taux de réponse assez intéressants dans cette population de résistantes aux platines, avec des durées de réponse qui sont importantes, surtout chez les patients donc à 100 mg/m², et quelle que soit l'expression des récepteurs alpha. Donc ça, c'est intéressant parce que ça pourrait intéresser une plus grande population de cancers de l'ovaire résistants, quelle que soit l'expression des récepteurs alpha au folate. Et on a même des malades qui étaient pré-traités par le mirvetuximab qui ont répondu dans l'étude. Donc deux ADC intéressants dans le cancer de l'ovaire résistant, et probablement que maintenant... Oups, ça passe pas. Voilà. Les prochaines étapes avec cet ADC qui est le plus avancé dans l'ovaire, c'est des associations plus précoces, soit avec du platine, soit avec du BEV, soit avec les deux. Donc ça, il y a des essais en cours. C'est de faire des phases plus précoces en rechute, en première ligne et en maintenance, éventuellement après une sensibilité aux platines. Des populations avec des besoins non résolus, comme on l'a vu, la progression sous PARP inhibiteur, ça c'était l'étude Piccolo. On change de linker ou de payload, c'est le RINA-S. Avec des populations qui ont des plus faibles expressions aux récepteurs au folate, c'est le RINA-S également. Et puis bientôt, bien sûr, il va falloir se pencher sur les mécanismes de résistance à ces ADC. Alors, on peut aussi cibler TROP2 dans les cancers gynéco, il y a un rationnel, il y a une forte expression et dans les cancers de l'endomètre surtout, mais également dans les cancers de l'ovaire, quel que soit le sous-type histologique, mais surtout dans les séreux. Et on a actuellement plus une quinzaine de TROP2 camptothecin targeting qui sont en développement, en particulier dans l'ovaire et dans l'endomètre. Alors, on ne sait pas encore, on va voir s'il y a une corrélation entre l'expression et la réponse. Donc là, dans l'ovaire, il y a 4 à peu près qui sont en cours de développement. On en a eu 2 qui ont été présentés à cet ESMO. Et le sacituzumab tirumotecan et le SHR
à 91,21. Vous avez des taux de réponse, vous voyez, pour des maladies qui sont résistantes aux platines, aux alentours de 35% avec le premier. Et là, il semble qu'il y ait une corrélation quand même avec le taux d'expression. Lorsqu'elles ont un H-score supérieur à 200, le taux de réponse est plus aux alentours de 60%, alors qu'il est moindre pour les moindres expressions. Dans l'autre, on a plutôt des taux de réponse aux alentours de 40-50%, mais qui ne sont pas strictement corrélés à l'expression, parce que vous voyez, les médians ont des taux de réponse aux alentours de 60%. Donc c'est encore à explorer pour savoir s'il y a vraiment une corrélation, mais de toute façon, même les bas expressions ont quand même des taux de réponse intéressants dans une population de mauvais pronostic. Et puis, on a validé l'intérêt de cibler l'HER2 dans les cancers de l'ovaire. On connaissait déjà à gauche le TDXD dans les cancers de l'ovaire qui surexprimaient HER2. Bien évidemment, c'est corrélé à l'expression. Plus elle est importante, plus le taux de réponse est important. Et là, on a un nouveau ADC qui cible TDXD, le HER2, qui est le Trastu NT3 à droite, avec des taux de réponse aussi très intéressants, et même chez les patientes qui ont des taux d'expression assez faibles de HER2. Mais c'est quand même corrélé au taux d'expression. Et puis une nouvelle cible, Claudine 6, avec un nouvel ADC qui était intéressant, parce que ce n'est pas exprimé dans les cellules normales, mais assez fortement exprimé dans les tumeurs de l'ovaire, quel que soit le sous-type histologique, et également dans les tumeurs germinales. Et on a des premiers résultats assez intéressants avec des réponses prolongées avec ce nouvel ADC. Donc ça, c'est également des phases 2 qui sont en cours, et on va maintenant vers des phases 2 randomisées, éventuellement d'enregistrement, parce que c'est un ADC vraiment très intéressant dans l'ovaire. Pour les cancers de l'endomètre, on sait qu'après les immunothérapies pour les DMMR, on a l'immunothérapie avec les anti-angiogéniques pour les PMMR, et après, on n'a rien. Donc, on a également des ADC qui arrivent, essentiellement des anti-TROP2, en faisant particulièrement attention quand même à la toxicité pulmonaire. Et là également, on a des taux de réponse très intéressants, aux alentours de 25-30%, dans une population qui est déjà lourdement pré-traitée, ce qui semble quand même important. Alors, on ne sait pas encore non plus là si l'expression de TROP2 est corrélée vraiment à l'efficacité des anti-TROP2. Donc, encore pas mal d'études à faire dans ce sens-là. Donc, en conclusion, les ADC arrivent dans les cancers gynéco. On va avoir le mirvetuximab pour les patientes qui ont une tumeur qui surexprime fortement le récepteur alpha, ce qui représente à peu près 40% des malades. Et puis, on l'explore dans d'autres plus précocement. On a d'autres ADC qui ciblent ce récepteur qui arrivent. Les anti-TROP2, la confirmation qu'il faut rechercher l'expression d'HER2 dans les tumeurs gynéco, en particulier dans l'endomètre et l'ovaire. Et puis, on a les nouvelles ADC dans l'ovaire, qui sont les anti-Claudine 6, qui sont probablement très prometteurs. Merci Patricia. J'ai 2 questions. Tu n'as pas l'impression que les ADC avec un payload topo 1 ont des taux de réponse qui sont un peu plus élevés que quand c'est un inhibiteur de la tubuline? C'est ma première question. Et la deuxième chose, c'est dans le poumon avec les anti-TROP2, c'est pareil, l'expression membranaire semble pas corrélée, pas prédictive. En tout cas, on peut avoir des études où quand c'est très élevé, c'est moins prédictif qu'intermédiaire. Ce qui semble prédictif, c'est le ratio membrane-cytosol qui reflèterait le taux d'internalisation du récepteur. Oui. Vous avez aussi des données comme ça? Pas encore parce qu'on a encore c'est encore des petites études, et il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché, mais probablement qu'il va y avoir ce genre d'études qui vont être faites. Pour la première question, le mirvetuximab, c'est pas un topo 1, c'est un antitubuline, et ça marche relativement bien. Je pense que ça dépend un peu des tumeurs, mais dans les cancers de l'ovaire, les antitubulines marchent pas mal quand même. Merci beaucoup à vous deux, et on va se retrouver dans quelques instants pour les tumeurs cutanées avec le professeur Robert et le docteur Belkadi Sadou. À tout de suite.